Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, j'accompagne les femmes dans leur communication de l'intérieur vers l'extérieur. Ma mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. Le voyage est pour Johanna une grande source d'apprentissage. Elle choisit de dédier sa vie à l'humain, voire l'humanité. Depuis son enfance, elle soigne le monde autour d'elle. En 2014, elle lance sa chaîne YouTube, Johanna Awakening, à une époque où partager l'information sur le développement personnel et spirituel n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Son but est veiller et faire évoluer le monde. Johanna est très transparente sur la toile et dans cet épisode se livre sans filtre sur les moments d'éveil de son histoire. Elle ne cache ni ses forces ni ses faiblesses. Voici sa mise en lumière. Hello Johanna, je te remercie infiniment. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Elia Mind. Comment vas-tu? Bien, je suis contente de faire un podcast avec toi et de savoir que ça va potentiellement servir. Je suis contente d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet sans perdre une minute. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît de la manière dont tu le souhaites? J'ai envie de dire que je suis thérapeute, enseignante et coach. C'est les années qui m'ont amenée à être enseignante aujourd'hui et à enseigner ce par quoi je suis passée. Le coach parce que j'ai envie d'aligner les personnes avec ce qu'elles sont et de transmettre ce que j'ai pu comprendre de mon propre parcours pour que ça puisse servir aux autres dans des accompagnements en one-to-one ou dans des podcasts, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de se dire si elle peut, moi aussi. Voilà, c'est mon but à aujourd'hui, ça, de partager pour que les gens puissent se dire que eux aussi ils sont capables. Il me fait une belle résonance et un bel écho puisque c'est le but de ce podcast. Si maintenant on devait ouvrir le champ de cette présentation et ne pas réduire ton être finalement à un métier ou ce que tu fais ici, euh, quelle aide de lumière es-tu? Est-ce que tu es sensible? Est-ce que tu es cyclique? Est-ce que tu es joyeuse? Qui es-tu? Le premier adjectif qui me vient en tête, c'est franche, direct, un peu trop brut de décoffrage. Avec l'âge, je m'affine ou j'évite de dire les choses un peu trop de façon drastique. Je suis très sensible, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à ce que je veux bien laisser paraître. J'ai eu beaucoup, et je l'ai encore aujourd'hui, la blessure de rejet, de par mon histoire familiale. Donc c'est quelque chose que je travaille vraiment beaucoup, un peu moins aujourd'hui parce que il y a des années de travail derrière. Mais je me sens facilement en décalage avec les gens où j'ai l'impression de pas forcément être comprise, de pas forcément, tu vois, trouver les bons mots. Donc si je devais définir mon côté sensibilité et vraiment ce qu'il y a dans moi, c'est ça, de toujours marcher sur des œufs pour pouvoir être comprise et comprendre les autres, euh, et arriver à trouver un équilibre qui convienne aux autres et à moi-même. Mais c'est magique parce que du coup, on comprend vraiment ton positionnement vis-à-vis du monde, comment Johanna se positionne par rapport au monde. Et j'imagine vraiment comme toi en guide vraiment dans une scène extérieure qui regarde le fil conducteur d'un monde un peu étranger où les personnes sont finalement là et tu vas par impulsion de ce que tu peux leur apporter rediriger un peu ce fil. Et donc voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Magnifique. Tu nous parles de ton histoire familiale sans forcément rentrer dans une psychothérapie. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce terreau-là, de ton environnement d'enfance, pour qu'on comprenne d'où tu pars vers cette expansion de toi? Le point principal, je pense que c'est que j'ai grandi dans une famille qui avait pas beaucoup de richesses. On mangeait au Resto du Cœur quand j'étais gamine, donc tu vois, voilà, on a grandi avec on n'a rien. Et je me suis jurée gamine que plus jamais ça n'arriverait, que je voulais pas ça ni pour moi ni pour mes enfants, que pourtant on en discute souvent avec mon mari Mathieu, où on se dit qu'est-ce qui est juste pour les enfants, tu vois. Moi j'ai rien eu parce que mes parents n'étaient pas en capacité de me le donner, et ça a fait ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai appris à me débrouiller toute seule, et vu qu'on m'a pas donné, j'ai dû trouver. Et autour de moi, quand je regarde sur mes amis ou d'autres personnes que j'ai connues de façon proche, les personnes à qui on a tout donné, c'est des personnes qui ont appris à tout avoir en fait, et qui du coup ne se sont pas forcément bougées pour pouvoir trouver les choses par elles-mêmes.
Donc, le terreau qui a fait ce que je suis, c'est que j'ai pas eu et j'ai dû trouver par moi-même les ressources et les solutions qui étaient nécessaires pour être alignée avec ce que j'avais envie d'être. Donc, il y a vraiment ce truc de manque de richesse financière et matérielle qui a joué. Et j'ai eu un grand frère qui est de 13 ans, mon aîné, et qui, lui, avait une conscience, du coup, de 13 ans euh, de plus d'expérience, donc forcément il n'avait pas la même vision et ça m'a beaucoup aidé sur ma propre évolution parce que j'étais enfant et j'avais un lien avec un adulte parce que quand tu as 15 ans et que ton frère il a 28 ans, tu vois, enfin tu vois pas les choses de la même manière et ça aussi ça a été vraiment un des plus gros terreaux et engrais que j'ai pu avoir dans ma vie, d'avoir cette expérience de quelqu'un de plus âgé et d'ouvert au développement perso et à la Bah, ça, c'est très important parce que c'est une précision qui n'est pas des moindres. C'est rigolo dans ton histoire, je me reconnais vachement parce que j'ai également 13 ans d'écart avec, pour le coup, mon petit frère et donc j'ai été cette maman-là, et pas donc dans la situation inverse et donc je comprends, totalement, une manière d'être ensemble, pas contre, mais avec le monde et de créer un noyau de sécurité, un cocon, en fait, finalement. Et donc, tu nous parles de ce modèle, de cette expansion, mais toi, en tant que jeune fille, finalement, quelles ont été tes aspirations? Est-ce que tu savais déjà ce que tu pouvais apporter au monde ou est-ce que c'était vraiment, tu étais dans un schéma, on va à l'école, on essaye de bien faire pour subvenir à nos moyens? Enfin voilà, quelles sont les préoccupations, tu vois, de cette jeune fille? Quand on me demandait à 3-4 ans ce que je voulais faire dans la vie, je répondais que j'allais changer le monde. Donc déjà, j'avais une petite conscience je suis pas consciente, mais je suis consciente. Tu vois, je sais quelque chose et que quand on me disait, non mais en vrai, tu veux faire quoi? Et vu que j'ai compris au bout d'un moment qu'on me demandait un vrai métier, je finissais par répondre styliste. Le truc de toutes les gamines qui ont, tu vois, entre 4 à 6 ans, quoi. Et j'ai été une petite fille modèle mais vraiment modèle jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, début de l'adolescence, tu vois. Et à 12 ans, j'ai compris que je pouvais dire non. Et qu'en fait, tout ce qu'on essayait de m'imposer à l'extérieur, l'école, ma mère, parce que j'ai pas grandi et mon père était militaire et il était pas présent, enfin très peu, donc j'ai grandi qu'avec ma mère. J'ai compris que je pouvais lui dire non et elle, elle avait, elle était ce qu'elle est. Je pense que l'éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui n'est pas la même que celle que nous on a eue, tu vois. Et je devais répondre à toutes les aspirations de ma mère et surtout ne pas broncher et dire amen à tout. Et donc à 12 ans, j'ai compris que je pouvais dire non. Non, ça ne me convient pas et j'ai pas envie. Donc je suis passée d'enfant modèle à je me rebelle et contre ma mère et contre l'ensemble de la société. Donc j'ai compris que dans tous les domaines, je pouvais ne pas être d'accord. Et ben, il s'est passé que j'ai redoublé, vraiment, je me suis positionnée dans tout, tu vois, à l'école, etc. Pas ce qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir trouver qui on est. On peut pas passer, enfin, je peux pas faire de généralité, mais je n'ai jamais connu de personne qui passe de je ne suis pas, je n'existe pas en et par moi-même et pour moi à je suis alignée avec moi-même sans passer par la case je suis et je t'emmerde, j'emmerde les gens qui sont pas d'accord avec moi. J'ai besoin d'être dans la lutte et dans la confrontation face aux autres pour pouvoir me dire ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et donc qui suis-je moi en face de ce que j'aime pas? Et du coup, j'ai expérimenté ça jusqu'à jusqu'à la période de confinement à peu près, tu vois. Donc ça a duré un petit 15 ans. Ouais, c'était nécessaire, je pense, pour trouver. Je pense vraiment. Après, il y a des, tu sais, des vagues. C'est pas tout le temps. En fait, t'es pas tout le temps dans la lutte face à l'autre. Mais je pense que selon les domaines, il y a des nécessités de se positionner et quelquefois de se positionner avec force face aux personnes qui veulent t'imposer leur choix et avec lesquelles t'es pas en adéquation en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu besoin de ça, tu vois, c'était nécessaire pour pouvoir finalement à aujourd'hui me dire
voilà, je suis alignée maintenant et je ressens plus le besoin de lutter contre l'extérieur. Et tu vois, il y a, ce rapport, au papa dans l'armée. Il y a moi, je le vois vraiment comme l'archétype de la guerrière qui lutte pour, se positionner en tant qu'identité, qui doit, montrer au monde qu'en fait, elle veut se découvrir elle, donc ne venez pas empiéter sur mon territoire parce que je pose mes règles et je suis en train d'asseoir, vraiment de m'aligner entre, moi et moi. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, si je prends, mon cas, parce que je connais bien cette personne du coup, je suis très pacifiste dans, mon positionnement par rapport à autrui, au monde et cetera, et je dis pas que c'est génial et je dis pas que c'est pas bien. C'est juste que, ça me fait un contraste un peu yin-yang, tu vois? Avec, prendre les armes pour, s'affirmer et plutôt être dans le repli, l'observation et le recul. J ça déperle, tu vois? Comme un imperméable, ça me coule dessus mais ça ne m'atteint plus. Donc il y a aussi ce positionnement-là, je sais pas pour les auditrices qui nous écoutent, où vous vous positionnez dans je m'affirme, je suis moi, et justement ce que Johanne disait, je rebondis encore sur le début de son explication, c'est obligatoire qu'on repasse par une phase de repositionnement, puisque quand on est, on a il y a le voile de l'oubli, puis après on nous met des peurs et des injonctions qui viennent de nos parents, et au final, à un moment, on se dit mais attends, en fait, qui je suis moi? Parce que j'ai jamais appris à être moi. Je sais pas penser par moi-même, je sais pas ce qui me fait peur réellement à moi, je ne sais pas ce que j'aime réellement puisque j'ai grandi dans un conditionnement. Et donc là, le fait que ce soit jusqu'à il y a pas si longtemps, il y en a que ça dure toute la vie, tu vois. Donc c'est génial d'avoir mis une temporalité déjà sur cet événement-là. Et donc tu grandis, donc tu veux changer le monde, ça en dit déjà long. Tu fais des études ou tu commences déjà dans le travail très rapidement. Comment ça se passe un peu cette transition quand on sort de l'enfance? J'ai fait des études basiques, enfin, tu vois, je suis restée dans les clous de l'école jusqu'à assez tard. Enfin, j'ai passé mon bac L. Bon, j'étais quand même un peu en dehors des clous, tu vois, en faisant un bac L, philosophie, art plastique, tu vois, le truc de tous ceux qui aiment penser en dehors des cases. Euh, et ensuite, j'ai fait des études d'architecte d'intérieur parce que ça me plaisait, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. J'ai eu ma société à Paris en 2011 jusqu'en 2014, qui marchait très bien. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de partir à l'étranger parce que, parce que Marine Le Pen est passée à la télé et qu'elle a dit, et qu'elle a dit, la France, soit vous l'aimez, soit vous la quittez. Ça a été un truc, mais une révélation pour moi. J'avais la télé à l'époque et j'ai vu Marine Le Pen qui a dit ça et je me suis dit, d'accord, je la quitte. J'ai donc pris mon billet d'avion le jour J en me disant, en fait, je suis pas en accord avec cette façon de gouverner, ça ne me convient pas et ça ne me paraît pas juste. Il faut savoir que quand on a sa société, on se fait, je cherche un mot propre. On se fait vaseliner par les impôts français et que j'étais très jeune et j'en avais marre de travailler en fait pour l'extérieur. Je suis très alignée avec le fait que les choses soient justes. J'ai jamais vécu moi la blessure d'injustice. Souvent on croit que les gens qui ont besoin de justice dans leur vie c'est qu'ils ont vécu l'injustice, ce qui n'est pas mon cas. Je l'ai pas vécu, mais je suis née avec ce besoin que, tu sais, la veuve et l'orphelin, que tout est juste, tout est équilibré. Je trouve ça bien que, en fait, il n'y ait pas des gens qui sachent plus quoi faire de leur argent et d'autres qui crèvent de faim. Pour moi, c'est pas une histoire de logique, tu vois. Et donc voilà, j'ai quitté la France, je suis partie vivre 7 ans en Asie. Et ça a été un énorme changement pour moi parce que ben, ça m'a appris à complètement abandonner ce que je pensais être moi, de par mon éducation, ma façon de voir les choses. En fait, quand tu arrives dans une autre culture qui est à ce point différente, je suis partie au Cambodge, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est un pays qui est pas, c'est pas comme la Thaïlande. J'ai aussi vécu en Thaïlande et la Thaïlande c'est beaucoup plus simple quand on est français parce que la distance entre notre éducation et l'éducation thaïlandaise est moindre par rapport à celle du Cambodge. Et le Cambodge a été vraiment une école à part entière, vraiment. Donc, je pense que c'est ça qui a plus mes expériences que vraiment l'école. En fait, tu vois, l'école, j'ai eu un chemin basique, en fait, rien qui sorte des clous ou quoi que ce soit. C'est vraiment le après, les choix que j'ai faits qui ont toujours été
perçus comme des choix de coup de tête, Mmh. des personnes autour de moi, alors qu'en fait, c'était des choix, du chakra sacré de, «Si je le fais pas, je vais me rendre malade». Et du coup, en fait, cette volonté de partir à l'étranger, ça a été ça. Ça a été, «Il faut que je parte. C'est nécessaire à mon être» et ça a été nécessaire puisque, j'ai, j'ai énormément appris et grandi là-bas. Ça a été, une des meilleures expériences de ma vie, de partir à l'étranger. Donc pendant ce voyage, tu t'es abandonnée littéralement à ton environnement, à cette rencontre de toi? Ou est-ce que tu continuais ton activité d'architecte d'intérieur? Enfin, comment s'est passée cette transition? Parce que tu me dis que dans le jour même, tu as directement pris un billet, enfin, dans un contexte de vie, matérielle, 3D ici, comment ça se passe, tu vois? Hein, j'ai clôturé ma société d'architecture. Et en plus, j'avais décidé là-bas, le truc qui a rien à voir, j'étais avec mon ex-mari à l'époque et on avait décidé de faire de la pâtisserie parce qu'on aimait faire de la pâtisserie. Donc on est parti avec l'optique de faire de la pâtisserie au Cambodge, sauf qu'on avait omis le petit détail qu'il y a une humidité qui est énormissime et que tu ne peux pas faire des macarons au Cambodge. Donc c'était pas possible. Du coup, je suis redevenue architecte quelque temps en Asie parce que c'était facile de trouver. Et au bout d'un moment, en fait, la différence de culture était telle dans l'architecture et dans la culture en général que je n'arrivais plus, j'étais rigide dans mes croyances sur dans l'architecture, ça doit se passer comme ci, comme ça. On est recruté à l'étranger en tant que Français parce que justement, on est rigide et que on accomplit des tâches assez vite au niveau du travail. On est réputé à l'étranger comme étant assez professionnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et du coup, c'était facile de trouver du travail là-bas en tant qu'archi. Et au bout de quelques mois, j'étais en tel désaccord avec leur façon de travailler que en fait, c'était plus possible. Et vu que je soignais depuis que j'étais gamine, je soignais les gens, c'est un petit peu en magnétisme et tout. Et puis j'avais de plus en plus de demandes de mes amis, des amis d'amis, etc. Et en fait, il y a eu une transition qui s'est faite entre l'architecture et le fait de devenir thérapeute et psycho-énergéticienne. À l'époque, je faisais que ça. Et c'est avec le temps que j'ai affiné mes techniques. Voilà. Donc ça a été là-bas qu'a été la transition. Tu nous as retracé ton enfance, mais tu nous as pas évoqué cette partie-là de toi. Est-ce que peut-être tu avais déjà des messages qui te venaient? Est-ce que tu savais que, par exemple, tu prenais ton chat et tu sentais un apaisement? Comment tu as découvert ton magnétisme? Comment ça s'est passé, tu vois, cet éveil à ce moment-là par rapport au don? Ma mère avait mal au dos. Instinctivement, tu sais, je lui posais les mains parce que tout enfant veut soulager son parent, enfin, tu vois, la base. Et ça marchait. Et du coup, en fait, elle a commencé à le dire au repas de famille, ah tiens, Johanna, elle pose ses mains et ça marche. Et au-delà de ça, je voyais les morts. Alors, jusqu'à 6, 7 ans à peu près, où en fait, je le disais à ma mère, je lui disais, mais il y a une mamie dans ma chambre, et elle me disait, mais pas du tout, parce qu'elle n'avait rien de clairaudiente, clairvoyante, etc. Et en fait, j'étais prise entre le conflit d'autorité de ma mère qui représentait donc la vérité et ce que moi je voyais, où j'étais sûre de voir ce que je voyais. Et du coup, j'ai tout coupé jusqu'à à peu près mes 17, 18 ans. Je voyais plus les morts, j'avais plus clairaudience, j'avais plus rien parce que ma tête s'était dit, bon, si ta mère a dit que ça n'existait pas, c'est que ça n'existe pas et vas-y, et une vie normale, je le mets entre guillemets, jusqu'à ce que je fasse une montée de Kundalini suite à avoir vu une kinésiologue. Je devais avoir 18, 19 ans. Et en fait, j'ai fait une montée de Kundalini il y a plein de gens qui croient que c'est génial, qui se disent, ah ouais, 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 moi je veux faire une montée de Kundalini. Mais je pense que quand on la vit et que en fait ton cerveau pète un plomb, parce qu'il y a une telle montée d'énergie dans ton corps que ton cerveau n'est pas capable de handle en anglais, je le trouve Gérer, pas en français, de de gérer gérer. ça. C'est ça. Que du coup, en fait, tu te dis que tu préfères mourir plutôt que de continuer à vivre cette dissociation entre ce que ton cerveau croit être la vérité et ce que tu ressens dans ton corps physique. Donc ça a été extrêmement violent à 18, 19 ans à peu près. Et ça a été, en fait, j'ai démissionné, j'ai lâché mon copain, j'ai tout quitté parce qu'en fait, je pouvais plus. Je me rappelle d'un souvenir qui, je pense, restera à vie gravé dans ma tête. J'avais un scooter à l'époque et j'allais au travail en scoot
Et en fait, j'étais arrêtée au feu et je regardais les gens en me disant, mais regarde, pardon de ce jugement, hein, mais c'était un vrai jugement. Je me disais, regarde-les tous ces teubés qui se convainquent que en fait leur vie de métro boulot dodo c'est la solution et c'est la finalité de l'utilité de la vie terrestre. Et je pense que ça a été l'énorme déclic dans ma vie de me dire, ça peut pas être ça. On peut pas être là pour ça. C'est pas possible. Et de là, tout s'est réveillé. Tout le truc de quand j'étais petite, bah attends, je suis là pourquoi? Ah, il doit y avoir un truc parce qu'en fait, je sens que je suis là pour quelque chose. Et j'ai toujours eu ce truc qu'à 37 ans, j'arrêterais de travailler. C'est pareil, je savais pas ce que ça voulait dire. Et je sais toujours pas réellement ce que ça veut dire et c'est dans 1 an et demi. Donc je ne sais pas, mais je sais que quelque chose va se passer et que je vais plus être et faire de la même manière. Et je suis en transition depuis 3, 4 mois dans ma façon d'amener les soins, les coachings, tout. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et à cette époque-là, vraiment, tu vois, j'ai conscientisé que la vie terrestre, c'était pas avoir un chien, avoir un mec et une maison à la campagne. Tu vois, c'était pas possible. Et donc je me suis dit, à quoi je sers en fait? Ça peut pas être juste ça. Je suis pas faite pour gagner un salaire que je vais dépenser dans des fringues Zara. Tu vois, c'est pas la finalité de la vie, c'est pas possible. Et donc j'avais 18 ans quand je me suis dit, c'est quoi mon utilité sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Où est-ce que je veux être et qu'est-ce qui me met en joie? En fait, à l'époque, en plus, YouTube n'existait pas. Et donc, j'avais personne à qui en parler. C'était catastrophique. Enfin, tu vois, je pouvais pas dire aux gens, bon, je vois les morts, je trouve que vous êtes tous complètement débiles à aller travailler. Et en fait, je veux pas gagner de salaire parce que ça m'intéresse pas et je sais pas à quoi je sers. Tu vois, je pouvais pas, t'imagines, ça, il y a 15, 16 ans, t'aurais dit ça à quelqu'un, t'étais mis en HP direct, tu vois. Enfin, donc c'était vraiment difficile. Et ça a été le début de ma conscientisation. Et c'est en 2014 après que j'ai créé ma chaîne YouTube en me disant, faut que je partage ça en fait, que si ça peut aider une personne qui a vécu le même truc que j'ai vécu. Je me suis sentie tellement seule dans dans mes angoisses, parce que quand tu prends conscience de ça, de te dire en fait tout le monde autour de moi moldu, pour ceux qui connaissent Harry Potter, euh, et moi en fait je me rends compte que je vis dans un monde de moldus qui sont complètement ok de vivre avec cette façon-là, et que moi je veux pas. Mais en fait, je peux pas en parler à qui que ce soit parce que tout le monde va se dire, bah non, on est bien dans une vie de moldu. Donc j'ai créé la chaîne en me disant, voilà, je veux partager, que les personnes puissent se dire, je suis pas seule à pas être un moldu. Et en fait, j'ai moi aussi des questionnements sur à quoi je sers, pourquoi je suis là. Tu très jeune, 18 ans, se poser ces questions-là, c'est vraiment l'éveil, tu pas d'autre choix que de passer par là et c'était imminent et j'allais justement te demander s'il y avait pas un guide ou, tu vois, cette fameuse kinésiologue ou ce kinésiologue, je ne sais pas, mais, voilà, quelqu'un avec qui tu pouvais en discuter et tu vois, tu me dis: «C'était il y a 10 ans, tu partais en HP direct, c'était» mais aujourd'hui, voilà, enfin, il y a encore, suivant les personnes, c'est compliqué de parler de ça et c'est pour ça que j'ai créé un groupe Telegram avec des femmes pour pouvoir, se dire: «Mais vous n'êtes pas seules. Si vous avez besoin de parler parce que vous avez vu quelqu'un, vous avez vu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, vous êtes légitime à ressentir, à voir, à penser. Vous avez le droit, en fait» et tu vois, ce que tu me dis là, je l'ai ressenti également et je me sentais seule et c'est pour ça que j'ai créé ça pour que, tu vois, pareil, toi, la chaîne YouTube et en fait, quand tu fédères, après tu t'expands dans le collectif et tu comprends que, bah, tu as un rôle particulier et cetera et donc toi, tu as vraiment tout eu ce cheminement seul, pas à pas, où il y avait vraiment pas quelqu'un, même de ta famille, tu vois? Parce que ce don, il vient de ta mère, ta grand-mère, bah, ta mère non, tu nous as dit du coup, mais il y avait vraiment personne autour de toi. Alors déjà, la kinésiologue qui a réveillé ce truc-là, je l'ai bien sûr contactée parce que le jour où elle m'a fait le truc de kinésio, c'est ce jour-là où j'ai eu la montée de Kundalini. Je me rappelle, j'étais couchée dans mon lit, je regardais ma main, j'étais couchée sur le côté et en fait, je voyais l'infiniment petit en me disant, tu sais, le comment le corps est créé et l'infiniment grand de qui suis-je dans l'univers. Tu vois, le truc où ton cerveau explose. Et je lui ai écrit en lui disant,
je crois que j'ai besoin d'aide. Je vis très très mal ce changement, cette conscience d'un coup. Et elle m'a dit, là, c'est plus de mon ressort, allez voir un comportementaliste. En gros, t'es taré, va te faire soigner. Donc, je me suis retrouvée complètement seule. Et la seule personne qui a été là pour moi, c'était mon frère à l'époque, où je pouvais lui raconter, il percevait pas les mêmes trucs que moi, mais il m'a jamais jugée. Et je me suis toujours sentie libre de pouvoir lui raconter. Alors c'était compliqué quand même, parce qu'il comprenait pas ce que je lui racontais, mais il avait quand même cette ouverture d'esprit de me dire, voilà, je t'écoute, vas-y, balance ce qui va pas, tu peux, voilà, tu peux déposer ce qui va pas ici. Mais ça a été super dur parce que j'ai personne. Euh, c'est quoi, même à aujourd'hui, alors que je veux dire des gens qui ont clairaudience et clairvoyance, etc. Même avec mes amis super proches avec qui j'en parle, euh, il y a des choses que je partage pas parce qu'il y a des trucs que je vois et auxquels j'ai accès où je me dis, même si je sais que je suis en capacité de pouvoir déposer ces choses-là sans qu'on me juge, je me sentirais pas forcément comprise. Et avec l'âge, il y a des fois où je partage plus si c'est pas pour être comprise parce que je trouve que bah ça m'apporte rien. En fait, je me pose la question aujourd'hui de pourquoi je parle. Est-ce que ma parole a une utilité, que ce soit pour moi ou pour les autres? Si la réponse est non, eh ben j'arrête de parler parce que le silence est d'or et que en fait la parole est utile que quand elle a une finalité. Et donc voilà, il y a des fois où je partage plus. Mais à l'époque, c'était très difficile parce que effectivement, je cherchais un auditoire et je cherchais une compassion et une compréhension que j'ai pas trouvée. Donc, Mmh. enfin, si une compassion avec mon frère, je l'ai trouvée, mais une compréhension, non. Et c'était vraiment, vraiment difficile d'arriver à trouver quelqu'un qui me donne des conseils, en fait, de me dire, ah ben tu vis ça, ben t'as juste à faire ça. C'est le Mmh. truc que en fait je partage aujourd'hui aux gens en leur disant, t'inquiète, c'est pas grave, il t'arrive ça, tu peux faire ça, tu vois, t'as une solution. Alors qu'à l'époque, c'était un truc qui était complètement inconnu. Donc oui, ça a été très difficile, mais tu sais quoi, avec le recul, je suis pleine de gratitude d'avoir été rejetée. Ma petite blessure de base qui est très utile parce que c'est grâce au rejet que j'ai pu me dire, bon, j'ai pas d'aide extérieure, je vais être obligée de, tu sais quoi, tu cherches une main tendue, ben regarde au bout de tes deux bras, hein, t'en as deux. Ça a fait ce que je suis aujourd'hui, donc c'était très nécessaire. Et est-ce que c'est plus important d'être comprise pour les personnes qui sont en face de toi ou est-ce que, c'est de transmettre le message qui t'est transmis, tu vois? Tu peut-être pas besoin d'être comprise et si t'es plus dans cette blessure de rejet parce que peu importe, on accueillera ce que tu as à dire, peu importe ce qu'on pense de toi au moment où tu nous le dis, tu vois? Quand je partage pas pour ne pas être rejetée. Pour moi, toute relation a une nécessité d'interaction et il y a un intérêt, chaque échange. Et si en fait il n'y a pas d'intérêt, ni pour les autres, ni pour moi, c'est en ce sens que je partage plus à aujourd'hui, c'est quand il y a absence d'intérêt. C'est pas pour pas être rejetée, tu vois, franchement, même avec des gens, hier j'étais à la mairie et j'ai dit à la nana que je tirais les cartes et que je voyais les morts. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas, ça me fait pas du tout peur de me dire que les gens se disent que je suis tarée. Franchement, vraiment pas. Donc c'est pas en ce sens la blessure de rejet. C'est vraiment plus, tu vois, ce truc de, je pense que j'ai enfin accepté qu'on pouvait pas être compris par tout le monde. C'est un peu nul jugement dans ce que je vais dire. C'est un peu comme si aujourd'hui, t'expliques à un enfant de 2 ans ce qu'est la physique quantique. Ben, en fait, il va te regarder, il aura beau y mettre la plus jolie volonté du monde, il sera pas en capacité de comprendre. Et ben, c'est un peu ça. Tu vois, je vais m'abstenir de parler de physique quantique avec un enfant de 2 ans parce que je sais qu'en fait, je vais perdre mon temps et le sien. Oui, je comprends. C'est vraiment comme dans la communication, émetteur-récepteur, le message. Est-ce qu'on est sur la même fréquence ou pas? Voilà. Comment ça continue? Est-ce que quand tu rentres, tu te mets directement, voilà, pignon sur rue, c'est parti? Ou est-ce que ça part de YouTube? Enfin voilà, comment tu évolues dans ce schéma-là du J'ai commencé donc quand j'étais au Cambodge avec la chaîne YouTube qui a été une grosse vitrine. C'est vraiment quand j'ai commencé à partager mes expériences les plus farfelues que j'ai commencé à avoir voilà une communauté. Euh, D'ailleurs, si ma communauté passe par là, juste j'ai envie de leur dire un immense merci parce que ben ça fait 10 ans que je construis ma communauté et que je suis tellement pleine de gratitude d'avoir des gens comme ça, vraiment.
qui sont à l'écoute, sans jugement. Bon, il y a toujours des trolls, mais ça, il y en a partout. Mais dans la globalité, vraiment une communauté en or. Et ça, c'est parce qu'elle s'est construite avec le temps. Et vraiment, j'ai une grande gratitude pour ça. J'ai commencé avec YouTube, j'ai abandonné l'architecture du jour au lendemain. Encore une fois, en me disant, bon, écoute, je suis malheureuse tous les jours. Je vais dans mon job d'architecte, la boule au ventre, en me disant, je veux plus être archi au Cambodge. Vraiment, c'est pas possible. Et donc, en fait, je choisis de lâcher mon taf d'archi au profit de mon taf de thérapeute. Ça, c'était en 2015. Et en moins de un mois, j'étais bookée sur 6 mois. À l'époque, je faisais pas la prise de rendez-vous mois par mois comme je le fais aujourd'hui. Et donc, ben, j'ai compris que c'était mon chemin, que si ça marchait comme ça, c'est que c'était juste. Et après, quand je suis partie en Thaïlande, je continue à travailler. Tu sais, je travaille comme les magnétiseurs sur photo. Donc, en fait, que je travaille de Thaïlande, du Cambodge ou de France, c'était exactement la même chose. Et après, j'ai vécu en Thaïlande, puis j'ai rencontré Mathieu, mon mari actuel. Je suis tombée enceinte de jumeaux et donc on est rentré en France parce que on n'avait pas les sous pour les visas pour rester en Thaïlande. Donc on est rentré en France et j'ai eu mon cabinet sur place là-bas. On était dans le Gers et en fait maintenant on a redéménagé. On passe notre temps à déménager et maintenant, j'ai plus pignon sur rue parce que, en fait, je préfère rencontrer les gens lors des stages, des retraites et pas forcément lors des guidances où je trouve qu'il y a un même résultat quand on le fait soit par Zoom, soit par téléphone ou autre. Mais lors des retraites, oui, je trouve que le présentiel et l'échange humain est extrêmement important. Dès ta première ouverture, tu étais bookée sur 6 mois, mais c'est exactement ça, quand on est au bon endroit, au bon moment et à sa juste place, tout est simple. Il n'y a pas à, tu vois, cette croyance de il faut travailler dur pour réussir. Non, en fait, si si tu fais ta mission, tout est simple. J'aime bien dire qu'il y a la chance du débutant, tu sais. Le truc de tu viens de t'aligner avec toi, la vie te dit bravo, bravo, t'as réussi, t'as pris le choix d'alignement, on te récompense. Mais c'est un peu, j'adore comparer ça à un enfant. Ton gosse, quand il sait pas marcher, tu le portes. Quand il commence à marcher, tu lui laisses faire ses 3 premiers pas, tu le félicites et donc il est félicité parce qu'il a essayé, donc tu es de son côté. On pourrait apparenter ça à l'univers. Puis une fois qu'il sait marcher, plus jamais tu vas porter ton enfant parce que tu sais qu'il sait marcher. Et l'univers, c'est un peu le parent de l'humain. Et donc, en fait, il te soutient tant que tu sais pas marcher et il t'aide à te porter quand c'est nécessaire parce que tu sais pas marcher. Mais une fois que tu sais marcher, il va te dire t'es fatigué, et ben tu continues à marcher encore tout seul parce que de toute manière tu sais le faire. Donc en fait il y a une sorte de parentalité de l'univers qui disparaît avec le temps. Et aujourd'hui il y a des choses, tu vois, je lance des retraits, des trucs où je suis méga en accord avec moi-même. Et ben c'est pas forcément, j'ai pas la même chance que ce que j'ai pu avoir au début. Je mets le mot chance entre guillemets hein, parce que je crois pas vraiment à la chance. Mais il y a ce truc de maintenant, si tu veux que ça marche, tu vas bosser tes croyances limitantes, tes dernières peurs, tes dernières entraves. Plutôt que de chercher, en fait, c'est Anne-Claire qui m'avait dit cette phrase et que j'aime énormément. Elle me dit plutôt que de chercher l'amour et le pourquoi ça bloque, enfin, et le pourquoi ça marche pas, cherche qu'est-ce que tu as gardé à l'intérieur de toi comme entrave à l'amour. Et je trouve que cette façon de voir les choses est vraiment judicieuse parce que on a tendance à chercher à l'extérieur. Est-ce que je dois pas plus faire ma pub? Est-ce que je dois pas faire plus de trucs pour que ça marche? Alors qu'en fait, la seule chose et la seule personne qui fait que les choses ne marchent pas, c'est toi et tes petites croyances limitantes. Donc, bah, pour ma part, tu vois, malgré le fait que ça fasse 10 ans que je bosse sur moi, etc., je suis encore en train de me dire, bon, s'il y a quelque chose qui marche pas, pourquoi ça marche pas et qu'est-ce que j'ai comme entrave à l'intérieur de moi qui fait qu'il n'y a pas de fluidité à l'extérieur. Là, c'est merveilleux si vous pouvez entendre et intérioriser et accepter et comprendre ce qu'elle vient de dire, c'est merveilleux. Parce que je travaille dans la com et on vient me voir toujours, mais est-ce qu'il faut augmenter sa visibilité? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'algorithme? Est-ce qu'il faut faire plus des carousels comme ci ou comme ça? Et en fait, je leur dis, mais ça part de toi. C'est toi qui rayonne, c'est toi qui brille, c'est toi qui offrir un message au monde. Et comment tu transmets ton message si toi-même, t'es déjà pas en adéquation avec le fait de te montrer, avec le fait de te révéler, avec voilà,
soit c'est toi. Il y a pas un énième trick, je sais pas, mais c'est vraiment ça. Donc, à intégrer dans tous les aspects de sa vie. Pour clôturer un peu, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, tu nous dis que tu ressens depuis longtemps qu'à 37 ans, il y a un Ouais, tournant ouais. qui va vraiment bouger, mais tu peux pas te visualiser et ce sera plus dans une matérialité, enfin dans un travail. Toi, pour l'avenir, comment tu te vois, sans forcément partir dans une guidance de ta propre vie, tu vois, mais qu'est-ce que tu ressens? C'est mon mental qui a envie de savoir, tu vois, ce truc de Mmh. c'est quoi arrêter de travailler? Est-ce que je vais tellement aimer mon taf que ça sera plus un travail? Est-ce que, tu vois, en fait, c'est tellement vaste. Ça veut dire quoi arrêter de travailler? Est-ce que c'est que je vais boire des piña coladas sur colada, Colada. toute la journée sur toute la journée sur la plage? Est-ce que, en fait, il y a tellement de façons d'interpréter ce que l'on entend, aussi bien au niveau physique que non physique, que j'ai arrêté de me poser des questions. Euh, et en fait, je prends les choses vraiment au fur et à mesure comme elles viennent dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient et qui me plaît et que j'ai envie de garder dans mon quotidien, je le garde. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe ce que c'est, qui vient à moi et qui me convient pas et qui me met pas en joie. Je le répète tout le temps sur mes réseaux. En fait, le baromètre à garder dans la vie, c'est la joie. S'il y a des choses qui mettent en joie, on les garde. S'il y a des choses qui mettent pas en joie, on les garde pas. Et la dernière fois, j'ai eu une discussion avec une copine qui me dit ouais, mais moi je garde des choses qui sont ça va, ça met pas en joie, mais ça va, c'est ok. Et je lui dis, mais non, le c'est ok, c'est pas de la joie. Si tu gardes trop de ouais, c'est ok, ben ça finit par te peser. Il y a une expérience qui a été mise partout. D'ailleurs, tiens, je vais en faire un reel après. Où tu portes un verre d'eau. Le verre d'eau, au début, tu le portes 1 minute, il est léger. Tu le portes 5 minutes, il devient un peu lourd. Tu le portes 1 heure, il devient vachement plus lourd. Puis tu le portes 2 jours, je peux te dire que le verre d'eau, il va te peser comme un poids de 20 kilos. Et ben, il y a des choses qu'on porte dans notre vie, dans notre cœur, dans notre tête, qui sont que des tout petits verres d'eau. Mais quand on les porte beaucoup trop longtemps, ça finit par être des énormes haltères de 20 kilos. Et en fait, chaque petite chose qu'on garde dans notre vie de ouais, ça va, c'est ok, ben c'est des poids qu'on finit par pas enlever et qui nous alourdissent dans notre quotidien. Le truc à se rappeler, c'est vraiment de se dire si je veux être alignée avec moi, il suffit, je le mets entre guillemets parce que c'est pas tous les jours facile d'arriver à faire les choix en adéquation avec la joie. Il suffit de ne garder que ce qui nous met réellement en joie dans notre quotidien. Ça, c'est la clé pour être méga aligné avec son être. Parce que notre être, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, si on garde que ce qui nous aligne avec l'amour, on est aligné avec Dieu. Tu réponds à la question par je ne me pose plus de questions, je regarde juste ce qui me met de la joie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui te met encore en joie puisque tu es ici à nous en parler avec le sourire. Et Ouais. ça a construit donc ton être merveilleux. Est-ce que tu as un message pour les femmes ou les hommes, les personnes qui t'écoutent? Ouais, il y a un exercice que j'aime bien faire. On va finir sur cet exercice et j'aimerais bien que tout le monde le fasse et que s'ils peuvent mettre des commentaires sur tes podcasts partout pour dire ce qu'ils ont vécu, et ben ça serait intéressant de pouvoir faire justement une synthèse de tout ça. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer à un enterrement. Et cet enterrement, vous allez vous approcher du cercueil et vous allez voir que c'est vous. Et qu'il y a 3 personnes qui vont faire un discours sur vous. Il y a quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous travaillez, et quelqu'un de votre communauté ou que vous consultez, avec qui vous échangez dans le quotidien. Qu'est-ce que ces personnes vont dire de vous? Et ça, les réponses que vous allez avoir, en fonction de si elles vous conviennent ou pas, ça va vraiment vous donner des indications sur ce que vous devez mettre en place dans votre... Quand je fais cet exercice-là, je l'ai refait, je le fais régulièrement. Et je l'ai refait il y a quelques jours. Dans les personnes que j'ai vues qui parlaient à mon enterrement, j'ai vu ma fille qui disait maman, c'était une maman géniale, mais elle travaillait trop. Oh, ça m'a fait un pincement au cœur où je me suis dit oh, je veux pas du tout que mon enfant dise ça le jour où je disparais. Et donc, j'ai décidé, juste après avoir fait cette visualisation, j'ai dit à mes enfants bon, ce que j'avais dit que je ferais et que j'ai pas complètement mis en place, je vais le mettre en place, c'est-à-dire que ils sortent de l'école à 16h30, j'arrête de travailler et je passe du temps. Vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce que les gens vont dire de vous et est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de transmettre au monde ou
vous vous dites: «Ah ouais, non, j'ai pas envie d'avoir cette image-là, je veux pas ni l'avoir pour moi, ni pour les autres et c'est pas ce que j'ai envie d'être». Et ça va vous aider vraiment à savoir, les bases qui sont nécessaires pour vous aligner avec votre être. Merci beaucoup. Je connaissais pas du tout cet exercice, plutôt dans une optique de test de personnalité avec quelles sont les personnes qui seront là plutôt que, le message. OK, On va pas vous OK. préciser de vous déconnecter de l'ego quand vous faites cet exercice-là, mais c'est ça paraît évident. Merci beaucoup. Il y a évidemment, sur Spotify par exemple ou YouTube, vous avez toujours une section commentaires et vous pouvez donc, faire partager votre expérience. Je te remercie infiniment pour ton temps, Merci à ton toi. énergie, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et continue de faire briller ta belle lumière. Merci, c'est gentil et merci de ce que tu fais pour, ta communauté aussi. C'est bien de pouvoir laisser un espace à tout le monde et chaque personne est importante et a la communauté qui lui correspond. Donc du coup, c'est important que pour ta communauté, tu puisses laisser ces espaces, de parole. C'est super. Merci à toi de cette intervention. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.